Merci, Soraya. Vraiment, j'ai fait des allers-retours dans le métro ces temps-ci parce que la mairesse de Montréal, a fait un espèce d'appel à la clémence par rapport aux itinérants et au froid. Et j'ai trouvé ça vraiment hot. C'est comme, tu sais, le sommeil, c'est important, hein. Quand tu dors bien, ça te guérit. Puis souvent, les itinérants sont en manque de sommeil. C'est un peu normal, ils sont en itinérance, ils n'ont pas de maison. Et donc, ça peut les encourager à prendre des drogues pour rester éveillés. Bon, ça peut créer justement de la fatigue qui va créer du stress et d'autres problématiques. Mais là, c'était comme zen. C'est comme il y avait des lits. J'en ai, là, c'est comme une espèce de lit d'armée, là. Je dis que j'en ai parce que le premier lit que j'ai lu, je me suis demandé si je m'étais fait voler le mien. Mais bref, bien installé, un peu partout, j'ai vu des itinérants dans le métro, puis je trouvais ça cool. Je me disais, c'est sûr que c'est pas une solution, mais en attendant des solutions, en attendant un meilleur système, c'est beau de voir que, au lieu de dire, ben, éventuellement, on va créer un immeuble avec 60 places de plus, mais on va faire venir tellement d'immigrants qui pourront pas se trouver une job pour X, Y raison, que finalement, le 60 pieds là va être bouffé comme ça une fraction de seconde. Tu sais, c'est un peu comme des pays qui essaient de rembourser leurs dettes, puis tu te dis, ben finalement, ça change rien. Hein. C'est comme une goutte d'eau dans l'océan, le remboursement que tu viens de faire. Et bon, bref, j'ai trouvé ça beau. Et ça m'a rappelé un peu comment la politique, c'est beaucoup dans le micro aussi. Hein? Le municipal a sa place définitivement dans l'équation, mais même plus petit que le municipal. C'est comme si on avait une certaine hantise du gros, du petit. On, on, on le voit beaucoup en ce moment dans le monde avec, par exemple, j'ai vu un analyste récemment dire « Ah, l'Angleterre doit se mordre les lèvres en ce moment d'avoir quitté l'Union européenne parce que l'Union fait la force. L'Union européenne, ensemble, on est plus puissant que la Russie, par exemple. » Tu sais. Mais est-ce que l'Angleterre a vraiment besoin d'être dans l'Union européenne pour collaborer contre la Russie? Tu sais, je veux dire, la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était pas des pays qui étaient agglomérés ensemble. C'était juste comme on répond à l'appel d'aller combattre le mal. Et, euh, et je pense qu'on voit ça partout. On voit ça aussi avec la notion de souveraineté au Québec. Là. Tu sais, il y a bien du monde qui dit c'est pas le temps de parler de souveraineté, il y a Trump. Ben oui, mais c'est quoi? À cause qu'il y a Trump qui, lui, veut conquérir d'autres territoires. En passant, il n'a même pas réussi à le prendre, là, le Groenland. Il se dégonfle, mais tu sais, il y aurait une riposte anyway. Mais, bon, premièrement, le Québec resterait dans l'OTAN. Ça s'appelle mon Dieu, j'oublie le nom légal, je pense, la continuité des ententes. Mais bon, tu sais, dans le fond, en ce moment, le Québec fait partie de l'OTAN. Et donc, une fois souverain, il n'y aurait aucune raison qu'il arrête de faire partie. Là, il pourrait avoir des renégociations par rapport à, par exemple, le fait que le Canada serait plus le même État. Tu sais, je veux dire, si l'Alberta et le Québec partent, le Canada peut bien rester dans l'OTAN, mais le Canada n'est plus le Canada. Et encore une fois, le Québec et l'OTAN, par principe, par continuité des ententes, va rester membre de l'OTAN. Là, après, il peut y avoir des changements dans les ententes, il peut y avoir un plus gros pourcentage. Mais encore une fois, l'OTAN a été créé pourquoi? Bien, à cause que, justement, les Russes cherchaient à prendre du territoire. Et donc, les Russes cherchaient à prendre du territoire, surtout, par exemple, on l'a vu dans la Corée du Nord qui a attaqué la Corée du Sud. Et donc, il y a eu une organisation transatlantique qui s'est créée en disant, bien, on va tenter de les arrêter. Mais que dire du fameux tiers-monde qui représente le 2 tiers du monde? Pourquoi pas eux aussi? On peut trouver des partenaires ailleurs. Et ultimement, il y en a. Tu sais, je veux dire, je sais que Poutine, en ce moment, il recrute un peu dans plusieurs pays parce qu'il manque de soldats dans son pays. Tu sais, ils sont pas... ils sont quoi? 125 millions dans le plus gros pays du monde. Ils sont pas tant que ça. Tu sais, le Japon, juste à côté, qui est minuscule, sont 90 millions. Fait que c'est très dilué, la population russe. Fait qu'ils sont impressionnants, mais c'est bien gros superficiel. Hein? Tout le monde avait peur de comment ils étaient pour prendre l'Ukraine. Finalement, non, ils ne sont pas vraiment capables de prendre l'Ukraine, tu sais. Et donc, tu sais, si tu regardes, mettons, l'idée que, c'est pas le temps de parler de la souveraineté, il faut garder l'unité canadienne. Mais tu sais, moi, je suis souverainiste depuis pas mal toujours.
Et je ne vois pas les Anglais du reste du Canada comme des ennemis, je les vois comme des alliés dans plusieurs situations, mais ça n'empêche pas de vouloir notre souveraineté. On a le droit d'exister en tant que peuple. Tu sais, comme dans l'Union européenne, ça ne veut pas dire que la France arrête d'exister, ça veut juste dire qu'on met des trucs ensemble. De la même façon, au travers de l'OTAN, on peut mettre des trucs ensemble. Il n'y a pas de problème à le faire. Et donc, il y a comme une espèce de paradoxe ici. Parce que c'est toujours la même mentalité qui s'impose. Je vais faire une autre parenthèse. Là. À un moment donné, il y avait un musulman qui disait en entrevue aux nouvelles, au pire, on va le faire par démocratie, renverser votre gouvernement, puis instaurer le nôtre. Puis il n'y a pas complètement tort, parce que c'est de même ça fonctionne la démocratie. Puis si effectivement, je ne sais pas moi, les Canadiens français, puis les Canadiens anglais, puis les Autochtones font plus jamais d'enfants, puis il y a juste les musulmans qui font des enfants, bien, demain, le Canada va être un pays musulman et peut-être qu'ils vont réinstaurer la charia. Quoique je pense que souvent, ceux qui quittent leur pays, c'est pas pour le faire, mais c'est encore drôle. Hein? On voit souvent des phénomènes comme des parents qui quittent un pays, mais l'enfant, lui, se sent un peu ostracisé, se sent comme un étranger dans le nouveau pays, se sent différent et donc se radicalise et devient encore plus musulman, djihadiste radical que ses parents, qui ne l'étaient pas du tout, en fait, qui fuyaient ça. Et donc, il y a des phénomènes assez complexes qui peuvent se passer au niveau sociologique à ce niveau-là, mais la raison pour laquelle je donne cet exemple-là aussi, c'est que je vois un peu le même discours dans le Canada anglais. On le voit d'ailleurs dans le Canada anglais, comment il s'installe à Montréal. C'est essentiellement, je suis au Canada, j'ai le droit de parler anglais, puis au pire, on sera plus que vous. Et donc, c'est comme toujours du bullying. Tu sais, c'est toujours comme, je suis les États-Unis, je suis fort, je suis la Russie, je suis fort, je suis l'Union européenne, je suis fort, je suis l'Afrique unie, je suis fort. Mais la véritable unité, elle est planétaire. On est tous frères et sœurs et tous ensemble dans ce même voyage sur cette boule-là qui se promène dans l'espace. Là. Et donc, c'est pas vraiment des unités, right? C'est tout le temps comme une forme de paranoïa. Et donc, là, en ce moment, on devrait abandonner le projet de souveraineté parce que sinon, on va se faire assimiler par Trump. Mais pourquoi que le Québec, membre de l'OTAN, serait plus assimilé que le Groenland? Le Québec a beaucoup plus de puissance militaire que le Groenland. Tu sais, elle est où la logique là-dedans? Et donc, on devrait maintenant dicter le monde parce qu'il y a des Poutine et des Trump qui veulent tout assimiler. La souveraineté des nations n'existe plus. Je pense pas que l'Angleterre se mord les lèvres du tout. En fait, c'est les plus grands souverainistes. Si tu regardes ça, l'Irlande, c'est laquelle donc? C'est l'Irlande du Sud ou du Nord qui est souveraine, je ne me souviens plus. L'Écosse, je me souviens plus, il y a Wales aussi, il y en a plein, là. C'est pas pour rien que ça s'appelle United Kingdoms, là. C'est plein de royaumes, là, tu sais. Et donc, c'est ça l'Europe aussi, puis c'est le même que ça s'est bâti, hein, tu sais. Si tu regardes, par exemple, à l'ONU, là, les pays ont un drapeau, un motto, là, comme un dicton, une devise, une armoirie, différentes choses. Ça vient tout de comment les Vikings fonctionnaient dans les États-nations. Donc, c'était comme des petites villes là, qui étaient un État. Et ce modèle-là, qui était, bon, on peut dire ce qu'on veut des Vikings, là, mais ils étaient très forts à la guerre et donc ils ont dominé essentiellement l'Europe, qui après a colonisé le monde. Donc, par exemple, le premier roi de France, c'était un Viking. Il venait du Nord, il a colonisé. Et on le voit donc beaucoup, cette espèce de modèle d'État-nation-là scandinave qui s'est imposé en Europe. Et l'Europe a colonisé le monde. On sait ça fait 5 siècles. Et au travers de cette colonisation-là du monde, autant l'Asie, l'Afrique, tout a été colonisé par l'Europe d'une façon ou d'une autre, que les Amériques, évidemment, suivent toute cette espèce de même modèle-là. Et donc, ce modèle-là est essentiellement un modèle très micro. L'État-nation scandinave et viking était petite. C'était pas des gros pays. Mais là, évidemment, il y a des maisons qui sont devenues plus fortes. Puis bon, ça a pris de la place, mais on voit bien que à chaque fois que quelque chose est devenu gros, il y a eu un morcellement après. Il y a eu des autonomies puis des territoires. Et donc, la souveraineté, comme concept, c'est pas du nationalisme fermé sur soi. C'est une question de respect de la diversité. Les peuples sont différents les uns des autres et ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés d'entrer en guerre et ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas collaborer. Au contraire, il y a beaucoup plus de facilité à collaborer quand il y a un respect de la diversité. Fait que, par exemple, beaucoup de gens trouvent que Paul Saint-Pierre est paranoïaque dans sa réponse à Carney. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec 100% de ce qu'il a dit, mais essentiellement, c'est vrai qu'on a été colonisé par la force, tu sais, pour le dire dans le langage de Falardeau, là, on est un peuple inféodé à un autre.
That's it, that's all. Là, après, est-ce qu'il y a eu des ententes et des partenariats qui ont pu être bénéfiques pour le Québec? Oui, mais vice-versa. La place des Québécois, leur créativité, leur rayonnement dans le monde a aussi aidé beaucoup le Canada anglais. Donc, il faut arrêter de le voir comme « Ah, on est donc chanceux d'être protégé par le Canada anglais. On est complètement capable d'être autonome. » Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des bons partenariats avec eux. Fait que quand ils font l'espèce de bullying, cette anglosphère-là, finalement, ils se ressemblent, right? Parce que comment le Canada anglais nous dit qu'on devrait donc être content d'être sous eux par cette emprise britannique-là, c'est un peu la même affaire que quand Trump dit « Ah, vous devriez donc être content de devenir le 51e État au Mark Carney, gouverneur du Canada. » Et la même affaire, le monde du Groenland, ils peuvent bien choisir par eux-mêmes, ils ne sont pas obligés d'être soumis au Danemark. Venezuela, on les libère. C'est tout le temps la même affaire. Fait que ce même bullying-là, qu'il soit musulman, du Canada anglais ou américain ou russe, il est tout le temps un peu dans la même espèce d'idée que pour vivre l'unité, il faut être dans l'uniformité, puis il faut que ça soit macro, il faut que ça s'installe partout. Ça ne peut pas être juste des petits lits qu'on met dans le métro pour aider les itinérants en attendant de trouver une meilleure solution parce qu'en ce moment, il fait froid. Non, il faut toujours que ça soit grandiose, oh, le grand roi, empereur qui a trouvé la vérité, va laisser son nom dans l'histoire. Toi, ta vie est ta vie est sans importance parce qu'on ne se souviendra pas de toi après ta vie. C'est pas vrai? L'effet papillon est complètement là dans la vie. Chaque petite interaction peut avoir d'immenses conséquences sur l'histoire de l'humanité, même si on ne se souvient pas de notre nom à la fin, c'est pas grave. Puis ultimement, on se souvient-tu vraiment beaucoup des noms? Tu sais, il y a 8000 ans, à part Ramsès, on se souvient-tu de quelqu'un? C'est... Je parlais l'autre fois avec quelqu'un des différentes âges. Tu sais, j'ai parlé un peu d'astrologie récemment. Une affaire qui est intéressante dans l'astrologie, c'est les cycles qui sont très grands. Hein? Comment ça s'appelle? Mon Dieu, j'oublie le nom. Le truc la Terre elle-même fait un cycle d'environ 25 000 ans qui fait le tour des constellations. C'est ce qu'on appelle les ères. Tu sais, comme quand, mettons, on dit qu'on rentre dans l'ère du Verseau et que ça va être vrai pour les 2000 prochaines années, ce cycle-là d'à peu près 25 000 ans, qui est comme un alignement essentiellement du pôle terrestre par rapport à... en fait, c'est le plan par rapport aux autres constellations. Je cherche le mot, c'est la... Ah, c'est pas grave. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'alignement. C'est juste pour dire que on sort de l'ère du poisson, qui était considéré comme un ère de l'idéalisme, et on rentre dans l'ère du Verseau, qui est considéré comme un ère de la coopération. Et là, on disait, mais l'ère avant était supposée être un ère de la science. Puis qu'est-ce qui nous reste de ça? Puis tu sais, qu'est-ce qui nous reste de ça? Bien, la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé. Il ne nous reste pas grand-chose de ça. Puis là, c'est comme, ah, c'est dommage, on l'a perdu. Mais non. Parce que ce que les Socrates et Platon ont fait il y a plus de 2000 ans, et Aristote, etc., en fait, on pourrait dire toute la Grèce, là, mais il y a eu plein d'autres développements. Ça a développé le mental, l'intellect du point de vue de l'humanité. Ça a développé le monde de la pensée. D'ailleurs, on dit que la démocratie moderne vient essentiellement de Athènes. Et donc, ça a changé l'humanité. Même si tous les livres étaient brûlés, même si on aurait oublié le nom de Socrate, ce qui compte, c'est pas tant le nom de Socrate. Ce qui compte, c'est le travail intellectuel que l'humanité a fait à cette époque-là. Et ça perdure. Parce qu'on n'évolue pas juste en lisant des livres, on évolue dans notre langage, dans notre communication. Et donc, il y a tout le temps
On le voit beaucoup dans les traditions africaines, c'est très oral, c'est très parlé. Et donc, il y a tout le temps quelqu'un qui transmet à son enfant un certain savoir. Et donc, l'humanité évolue et on est toujours en train de bâtir sur le passé. Et donc, non, c'est pas vrai que ça sert à rien si on n'a pas une preuve historique étampée. Ça, c'est juste l'ego qui a peur de mourir puis qui ne veut pas accepter qu'on l'oublie. Mais en réalité, on n'oublie rien. En réalité, tout se transmet tout le temps et on est tout le temps en train de s'échanger de l'information et d'avancer en tant qu'humanité. Et on est capable de faire ce prochain pas-là, de rentrer dans une ère de coopération. Mais il ne faut pas penser que la coopération, c'est l'uniformité. La coopération, ça veut dire, si tu n'es pas dans l'Union européenne, tu es contre nous. Non, l'Angleterre peut très bien collaborer avec l'Union européenne pour se battre contre Poutine. Ça n'a rien à voir. C'est juste quelque chose peut-être d'un peu plus facile, mais faites attention. Parce que là, en centralisant de plus en plus le pouvoir au niveau de l'Union européenne, parce qu'on a peur de Trump, parce qu'on a peur de Poutine, eh bien là, on peut perdre l'autonomie des nations et avoir une problématique au niveau de la survie des peuples. Et donc, à un moment donné, des peuples qui ne se sentent pas respectés dans cette entente-là, ça crée un déchirement, puis là, ça crée des chicanes. Puis est-ce que c'était pas mieux de juste rester séparés, mais de travailler ensemble pour un bien commun, comme se défendre comme un ennemi commun? On peut avoir, par exemple, des partenariats comme l'OTAN qui dit essentiellement on reconnaît un danger comme l'ex-URSS ou la Russie actuelle et on va collaborer contre ce danger-là de colonisation militaire de la Terre. Là. Tu sais, ce qu'ils essaient de faire en Ukraine, c'est vieux comme le monde. Là. On va prendre un morceau de terre pour devenir plus puissant. On peut s'opposer à ça sans perdre notre individualité. Au contraire, un bon peloton d'armée, là, un bon squad, c'est pas juste tout le monde qui pense pareil et qui fonce de la même façon. T'en as un qui est un marksman, qui est un peu plus loin, qui est capable de viser un peu plus tireur élite, qui est capable de dire aux autres où est-ce qu'ils sont. T'en as un qui est un peu plus ingénieur, un peu plus capable de poser des bombes. T'en as un qui est un peu plus médecin, un peu plus capable d'aider. T'as cette belle diversité-là. Et ça, c'est la richesse de la vie. C'est vrai autant en agriculture qu'en fait de la monoculture, ça ne marche pas à tous les niveaux. C'est nuisible, c'est polluant, ça détruit les sols. Il faut avoir de la diversité, pas juste une sorte de banane, pas juste une sorte de pomme, etc. C'est vrai au niveau de l'individu, c'est vrai au niveau des groupes humains. Les ethnies existent. C'est pas une espèce de mythe identitaire, frustré, nationaliste qui déteste les autres. C'est juste reconnaître l'évidence qu'on existe en tant que peuple et qu'on a le droit de le faire. Et que, tu sais, je sais pas moi, tu veux-tu vraiment aller à Paris puis c'est juste des hosties de McDonald's américanisés? Ça sert à quoi de voyager si c'est tout juste les USA? Si c'est tout juste les mêmes commerces? Non, que les peuples gardent leur spécificité et leur unicité, c'est ça qui rend ça beau, justement, dans la découverte de l'autre et dans l'échange. Et oui, tu peux avoir une petite section dans une épicerie qui est un peu plus américaine, qui est un peu plus japonaise, whatever. Il n'y a pas de problème à l'échange culturel et ça se fait d'ailleurs toujours. C'est l'évolution. L'échange culturel fait évoluer tous les peuples. Mais de là à dire, oh, si vous affirmez exister en tant que peuple, vous allez automatiquement vous faire prendre par Trump. Si Trump voulait prendre le Québec maintenant, il pourrait le faire, qu'on soit souverain ou pas. Militairement, il pourrait le faire. Mais est-ce qu'il y aurait une riposte du monde? À la limite, je pense que si le Québec serait souverain, il en aurait peut-être une plus grande. Parce que là, avec ce qu'on voit avec l'Ukraine, c'est un peu comme... Ben, il a pris un morceau de l'Ukraine, c'est pas trop grave. Il n'a pas pris l'Ukraine au complet. Il a juste pris le Québec, il n'a pas pris le Canada au complet. Je gobe pas ça, moi, cette espèce de discours bully-là, que si on n'est pas en train de penser pareil, si on n'est pas dans la pensée unique de cette espèce d'anglosphère-là qui veut... je dis anglosphère parce que je suis en Amérique du Nord et je suis entouré de l'anglosphère, mais c'est vrai qu'encore une fois, avec la Russie, la Chine, que tout, avec la révolution culturelle, que tout détruit. On ne pouvait même pas écouter de la musique traditionnelle chinoise en Chine, là. C'est complètement fou. Toute la censure, toute la destruction culturelle qui s'est faite au nom de quoi? De l'unité du peuple chinois. Hey, ils en ont perdu beaucoup de la diversité culturelle au nom de l'unité. Puis qu'est-ce que ça leur a donné? Ils sont juste plus esclaves qu'avant. Ils ont des filets anti-suicide dans leur usine. Quand ils tuent quelqu'un, une des exécutions de l'État, ils chargent l'exécution à la famille parce qu'ils devraient avoir honte de mis au monde quelqu'un comme ça. C'est ça l'unité. C'est pas de la vraie unité.
faut comprendre que la vraie unité, c'est de la coopération dans le sens où c'est un respect des différents groupes qui travaillent ensemble et c'est pas une uniformité imposée par la force. Voyons donc. Anyway. Merci.